Le 50e anniversaire de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est d'abord l'occasion, j'espère qu'on est nombreux à être dans ce cas-là, d'exprimer une immense reconnaissance par rapport à cette institution. Et pour ce qui me concerne, j'en suis d'autant plus convaincu que j'ai fait plein d'autres choses après l'assistance publique. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi je sentais cette reconnaissance. Certes, nous y avons été élevés, j'y ai été élevé comme étudiant, comme externe, interne, etc., pour devenir professeur après, PUPH, comme on dit. Mais peut-être que c'est plus riche que cela. C'est peut-être aussi parce que l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est à la fois un hôpital moderne qui a su se moderniser et qui constitue un des fleurons de la science médicale et de la médecine la plus avancée, avec les conséquences sur lesquelles il faut peut-être revenir, les questions qui en découlent. Mais c'est aussi l'hôpital de quartier. C'est l'hôpital qui fait qu'à 2h du matin, à la Riboisière, on reçoit des patients qu'on ne devrait pas recevoir dans un hôpital hyper pointu. C'est comme ça. Et cette double richesse, qui est à la fois la science et la vie, est probablement quelque chose qui est dans un inconscient que nous partageons, quelque chose de très fort. Derrière ces performances, comme je dis, scientifiques et médicales, il y a l'innovation, le courage de ceux qui les ont portés, un acte chirurgical, des manipulations génétiques. Il y a aussi les questions assez fondamentales qui relèvent de l'éthique et qui effectivement mettent en jeu le capital génétique que nous sommes, nos relations avec l'environnement, plus généralement les relations entre culture et nature, et que je crois que c'est peut-être ça. Je suis plus près de la fin de ma vie professionnelle que du début, qui caractérise ce cheminement et qui, ayant commencé dans un hôpital parisien, même si je m'en suis beaucoup écarté, et relativement tôt, garde une cohérence qui me renvoie au mot de reconnaissance qui fut le premier que je viens de prononcer. Le fait de confronter ma propre expérience avec celle des quatre coins du monde, de civilisations beaucoup plus difficultueuses, combat l'ignorance, plus que pallie le manque. Que par exemple, la coexistence de la connaissance scientifique et de la connaissance traditionnelle me paraît maintenant une évidence. La science occidentale a quelques mépris ou distance avec les pratiques ancestrales de telle population, de telle vallée des Andes ou du sud-est asiatique. Mais si on réfléchit bien, cette forme de connaissance traditionnelle mérite d'être prise en considération, d'être analysée, d'être confrontée, d'être mise en forme, mais en aucun cas ne mérite d'être ignorée. Et peut-être même que nous courrions un grand risque à continuer de hiérarchiser de façon trop systématique la connaissance scientifique confrontée à la rigueur occidentale et à la rigueur tout court, et cette connaissance traditionnelle. Et dans les enjeux actuels où on se demande si la science ne doit pas être mise en cause, il y a ce type de raisonnement, je crois qu'il y a précisément à tirer des leçons du fait qu'il y a plusieurs sources de connaissances. Il y a la connaissance scientifique, mais il y a aussi d'autres connaissances. Et que précisément la confrontation avec d'autres civilisations, avec d'autres disciplines aussi, la santé et notre équilibre, la santé c'est un équilibre,
repose sur des compétences biomoléculaires, mais aussi des compétences d'ordre sciences humaines, sociales, et que c'est cet ensemble qui doit être utilisé pour améliorer la connaissance, et à ce moment-là, on voit qu'on est d'une façon très continue entre la connaissance scientifique et la connaissance traditionnelle. Dans les éléments constitutifs de l'évolution d'un CHU comme l'assistance publique des hôpitaux de Paris, il y a la diversification des origines de la population. Je n'ai pas été dans les hôpitaux dans les années juste après la guerre, la première décennie, mais à l'évidence, la diversification de la population parisienne et de la banlieue parisienne, de l'Île-de-France, est une donnée démographique, sociale, et qui transparaît aussi à l'hôpital, comme dans tous les secteurs de la vie et de la cité. Et que peut-être, justement, le fait pour cette grande institution d'être confrontée aussi bien par l'hôpital d'Avicenne ou Jean Verdier, pour ne parler que de ces deux-là, à des situations qui sont certainement maintenant différentes de ce qu'elles étaient dans l'immédiate après-guerre à la naissance de la paix, sont une des données. Et en quelque sorte, il y a une forme d'internationalisation du CHU, mais sur place. Et je pense que vous interrogeriez des collègues de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, eux vous diront encore plus. Bon. Et j'ai cité Avicenne, mais on pourrait aussi citer Louis Mourier. Les jeunes internes et chefs de clinique à Louis Mourier vous expliquent à quel point ils ont une consultation internationale. Et ça, c'est probablement une réalité qu'on ne met pas assez en évidence. Et pourtant, elle devrait être prise en considération pour ce qu'elle est, mais aussi pour démontrer à quel point l'hôpital a été capable de s'adapter à ça. Même à cela. La médecine, lors de la création des CHU, était encore une science humaine. Ou peut-être à cause de l'insuffisance de performance proprement médicale, la relation, la littérature, la référence, y compris philosophique, qui a marqué ces hommes de cette génération, tout cela s'est épuisé. Je ne sais pas si on a le droit de parler de nostalgie, mais je pense que c'est peut-être le grand détour international qui me fait dire ça. On a intérêt à prendre en compte les personnes, en tant que soignants, comme des personnes, avec une maladie, mais pas comme des malades.